contre toute attente, Justin Gaethje a battu Ilia Topuria. Donc Justin Gaethje est le nouveau champion incontesté des poids légers. Et dans ce combat, on a vu un Justin Gaethje très discipliné qui a totalement détruit Topuria. Pour ce combat, je suis encore littéralement sous le choc. Ça va faire plus de 48 heures que Justin Gaethje a battu Topuria. Et honnêtement, je n'ai absolument pas vu ça venir. Et il y a très peu de personnes qui l'ont vu venir. Des fois, il faut juste accepter qu'on se gourre en fait sur les analyses. Et je suis encore sous le choc. Je suis juste encore sous le choc. Mais Justin Gaethje a réussi à le faire juste à cause du game plan qu'il avait, de quelques erreurs à mon avis que Topuria a commises, surtout quand il est parti au sol alors que Justin Gaethje avait subi. En particulier cette séquence avec les coups au corps. C'était très beau à voir, mais juste après ça, Topuria, il n'aurait pas dû aller au sol. Mais bon, ce sont des choses qui arrivent. C'est facile d'en parler depuis sa chaise ou derrière son écran. Mais Justin Gaethje a confié qu'il s'était mentalement préparé à perdre et cela l'a poussé en fait à puiser dans ses instincts les plus profonds. Encore un autre truc bizarre qui est purement du Gaethje. Il est le seul à dire de telles choses. Mais cette fois-ci, ça a fonctionné. Quelle est la suite pour Topuria? Je ne pense pas que ça va le détruire comme Tony Ferguson, parce qu'il y a des gens qui font déjà le parallèle avec Tony Ferguson. Justin Gaethje avait battu Tony Ferguson et Tony Ferguson n'a plus jamais été le même après. Ce n'est pas exactement le cas ici. Même si Justin Gaethje a mis une masterclass de violence sur Topuria, c'est un combat plutôt équilibré où Topuria a eu ses moments jusqu'à ce qu'il se fatigue. Après ça, c'est devenu plutôt déséquilibré. C'est vraiment là que il est revenu au niveau de Justin Gaethje. Et en pur combat de violence, en particulier dans cette division des poids légers, à part Dustin Poirier qui a pris sa retraite, Justin Gaethje qui vient de devenir champion et peut-être, je dirais peut-être Oliveira, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent vraiment opérer. Et bon, l'ancienne version de Dan Hooker, mais ça fait tellement longtemps que on devrait oublier cette version. Mais à part ces combattants, il y a très peu qui peuvent rester dans une guerre qui peuvent participer à une guerre et qui performent dans une guerre. Donc, une fois que la technique, l'ascendant moral de Topuria a disparu, c'était juste une guerre. Et c'est là que Justin Gaethje a pris le dessus parce qu'il est juste habitué. Donc, je dirais félicitations à Justin Gaethje. Mais on a aussi eu le combat de Ciryl Gane face à Alex Pereira. Je ne sais pas s'il y a il y a beaucoup de personnes qui disaient qu'Alex allait le battre. Mais moi, en poids lourd, j'étais très confiant en Ciryl. Même si des fois, Ciryl peut avoir cette fâcheuse habitude à ne pas finir. Là, il a fini le travail. Et en plus, il est venu plutôt fâché. Il faut juste voir les séquences où il essayait de le finir. Il est venu plutôt fâché. Mais pourquoi je pensais que Ciryl allait probablement le battre? C'est juste le mouvement. Alex Pereira est bon pour cadrer. Mais Ciryl Gane est spécial quand on parle en particulier des poids lourds. Et les prises de poids que faisait Alex Pereira, quand moi j'ai vu la vidéo d'Alex en train de manger un burger imbibé de graisse, on essaie dans les favelas du Brésil, je me suis dit ok, là c'est cuit parce que il allait prendre beaucoup de poids, donc c'est normal. Là, je n'apprends rien à personne. C'est normal qu'il allait probablement être beaucoup plus lent. Et face à Ciryl, dans une nouvelle division, c'est pas le type de problème que tu veux avoir. Donc, pour ça, moi, j'étais plutôt confiant que Ciryl allait le faire. Il y avait bien sûr un danger dans les premiers rounds. Pereira ne bouge pas beaucoup, mais il est très bon pour cadrer. Quand il décide de mettre la pression, il est très bon pour cadrer. Mais le mouvement de Gane est juste différent. Et ça fait des années qu'on le dit. La façon dont Gane bouge, c'est différent. Et je pensais qu'Aspinal allait pouvoir suivre le rythme. Mais même Aspinal, on a vu comment ça s'est fini en octobre passé. Donc moi, j'étais confiant que Gane allait le faire et il l'a fait. Maintenant, après qu'il ait battu Poatan, on a maintenant toute l'armée de Poatan qui a craqué et qui a commencé par nous dire que Ciryl donnait des coups illégaux à la tête. Moi, quand je regardais en temps réel, j'avais aussi eu cette impression. Mais juste après, j'ai revu la séquence et il n'avait pas de coups illégaux. Mais pour savoir qu'il n'a pas de coups illégaux, il faut connaître la règle par rapport aux coups derrière la tête. C'est cette règle qu'il faut connaître. Et à ma grande surprise, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent juste pas la règle. Et la règle est que
sur la tête, il y a la ligne au milieu et il y a la base du cou. C'est un peu un écart de langage quand ils disent l'arrière de la tête. Je pense qu'ils devraient plutôt dire la base du cou, ça c'est illégal et c'est même la partie la plus dangereuse. Et il y a une ligne juste au milieu. Maintenant, toute l'histoire de la ligne, honnêtement, moi, mon avis personnel est que je n'ai... Ok, c'est connecté à la colonne vertébrale. D'un point de vue physiologique, c'est un peu plus dangereux. Mais honnêtement, c'est dur de juger en fait cette ligne sur la tête quand on est dans une situation où un combattant gigote. Et on ne peut pas vraiment vouloir un combattant qui veut finir de taper cette ligne parce que c'est littéralement quelques millimètres. Pour moi, ça ne fait aucun sens, mais malheureusement, c'est la règle. Donc, si on doit suivre la règle, les coups qu'a donné Gane étaient totalement légaux. Et c'est pour ça que sur Twitter, ça va faire bientôt 48 heures que j'en blague parce que je me rends juste compte que la plupart des gens ne connaissent pas cette règle, ou du moins, ils connaissent la règle, mais ils ne connaissent pas les détails de la règle. Et Herb Dean a dû venir leur expliquer le détail de la règle. Donc, les coups qu'a donné Gane sont pour la plupart légaux. Est-ce qu'il y a un ou deux endroits où, est-ce qu'il y a un ou deux coups qui ont atterri sur la ligne? Sûrement, parce que Alex Pereira veut s'en sortir et il gigote dans tous les sens. Donc, avant que Herb Dean vienne expliquer tout ça, qu'est-ce qu'on n'avait pas sur Twitter? Oh, Gane n'est pas un combattant fair play, Gane est ceci, Gane est cela. Mon avis sur Gane, c'est que est-ce qu'il fait des choses qui ne sont pas fair play des fois? Oui, mais moi je pense pas que ce soit forcément son intention. Je ne pense pas qu'il y ait une intention malsaine derrière. Je pense que peut-être il essaie de jouer un peu sur la ligne du fair play et il a aussi peut-être certains réflexes comme les doigts comme sortir les doigts quand il essaie de sortir des échanges, ou comme ici, ou même pas comme ici, parce que ici il cherchait vraiment les deux côtés du crâne, ce qui est légal. Mais par exemple dans son combat face à Junior Dos Santos, et je pense même qu'il avait mis un coup à Tai Tuivasa à Paris, ça c'était illégal, ceux-là étaient illégaux. Donc ce sont des choses qui arrivent, mais comme la plupart des gens ne connaissent pas vraiment les règles, il y a beaucoup de personnes qui aiment le MMA, mais en réalité ils aiment juste un ou deux combattants, mais ils ne connaissent pas les règles, ils ne connaissent pas ils n'ont pas une vraie connaissance du sport et ils ne cherchent même pas à en avoir une, parce que honnêtement c'est pas si compliqué de comprendre un peu certains concepts du sport. Après, il y a juste l'expérience et à travers les combats, tu engranges l'information. C'est ça qui fait la différence entre le fan de tous les jours et tous ceux qui ont des chaînes YouTube comme moi. C'est juste que tu comprends un certain nombre de contests sur une certaine durée et après, à travers les combats, tu engranges le reste d'informations qui te manquent. C'est pas si complexe que ça, le MMA. Donc, on a eu tout ça et maintenant, moi, ce qui m'étonne et ce qui me choque même, c'est que maintenant, il est en train de craquer. Il est littéralement en train de craquer. Et par craquer, je parle d'Alex Pereira. Il est en train de craquer. Ça va faire hier ou avant-hier, il a fait toute une allocution. C'était plus hier. Il a fait toute une allocution où il se plaignait. Que Gane, c'est-à-dire il a juste suivi toute l'histoire de sa fanbase. Et moi, c'est pour ça que je n'ai jamais vraiment eu de problème avec Alex Pereira, mais je l'ai toujours vu bizarrement. Personnellement, je n'ai jamais digéré la façon dont il est arrivé à la ceinture face à Adesanya. Je n'ai jamais vraiment digéré ça. Et je n'ai jamais vraiment digéré tous les cadeaux qu'il a eu après. C'est-à-dire, il a perdu la ceinture face à Alex. Il a pris la ceinture face à Adesanya, il monte dans la division au-dessus en un ou deux combats, on lui redonne un combat pour la ceinture, ce type de choses. Avant Kalaev, il a passé pratiquement 2-3 ans, même pratiquement 4 ans à combattre des gens qui ont zéro grappling. Et bon là maintenant, on l'envoie dans la division au-dessus et il a directement une chance pour la ceinture. Pour une quelconque raison, moi je n'ai jamais entièrement digéré ça, donc c'est pour ça que je le vanne, sinon je n'ai pas vraiment une animosité contre lui. Je n'ai pas d'animosité contre lui. C'est plus que, y a d'autres combattants qui souffrent. Et toi, tu as techniquement pourru sur un plateau d'argent ou un plateau d'or juste parce que tu es un passif avec Adesanya. C'est ça, c'est la même raison pour laquelle je ne blaire pas entièrement Sean O'Malley ou d'autres combattants. Donc, il a craqué. Et là, maintenant, limite, il veut porter plainte. C'est pour ça que j'ai décidé de revenir. Il veut littéralement porter plainte parce que il veut porter plainte. Il veut se plaindre de Gane auprès des commissions MMA. Ok, là, on commence à en faire beaucoup trop.
là, ça commence limite à faire pitié parce que après tous les cadeaux que tu as eu de l'UFC, après tous les cadeaux que tu as eu du MMA, après tout ce que le MMA t'a offert, tu veux maintenant utiliser la fanbase que tu as bâtie pour essayer de créer une situation que probablement l'UFC ne va pas apprécier, pour faire pression pour une revanche alors que Cyril Gane t'a battu clairement. Cyril Gane l'a clairement battu. Il n'y a pas de revanche à avoir. Tu t'es fait battre au deuxième round par TKO. À peine si tu as touché Cyril, à peine si tu as mis Cyril dans une situation compliquée et tu veux automatiquement une revanche. Pourquoi? Donc toi, à chaque fois que tu vas dans une division, on doit directement te donner un combat pour la ceinture et tu dois directement avoir des revanches si tu ne gagnes pas. Pourquoi en fait? Moi, je le trouve plutôt culotté, honnêtement. Je le trouve plutôt culotté. Il ne veut même pas donner du crédit à Cyril Gane. On a vu Topuria, avec tout ce que Topuria a dit, il a donné du crédit à Justin Gaethje. Mais Alex Pereira ne veut pas donner du crédit à Cyril Gane. Et honnêtement, je ne suis pas forcément si surpris que ça. Parce qu'il a toujours tout eu sur un plateau d'argent. L'UFC lui a toujours fait des cadeaux. Il a tout eu tranquillement, sans aucun problème. Il n'a pas eu de problème comme Ankalaev, qui a combattu tout plein de personnes avant d'avoir sa chance. Il n'a pas eu de problème comme Adesanya qui a dû combattre pendant un an et demi tout ce qu'il y avait à combattre dans la division des poids moyens avant d'arriver à Robert Whittaker. Oui, c'est ça. Donc là, il essaie de craquer, il essaie d'utiliser sa fanbase, sa popularité pour essayer de mettre un coup de pression. Et ça va probablement pas fonctionner parce que depuis les années 2010, John Jones essaie d'inverser en fait sa défaite face à Matt Hamill, mais jusqu'ici ce n'est pas passé. Donc si John Jones et l'UFC n'ont pas pu annuler cette défaite, qui n'est pas vraiment une défaite, c'est une défaite selon les règles, celle de John Jones. Mais bon, ce n'est pas vraiment une défaite quand on regarde dans le contexte. C'est pas toi qui t'es fait battre clairement qui va faire annuler une victoire. C'est pas toi. Sinon, Arman Tsarukyan avait parié $1 million sur la victoire de Gaethje contre Topuria. Honnêtement, je pensais que c'était n'importe quoi. Quand j'ai vu la vidéo, je me suis dit, ok, ça c'est juste un truc de frimeur. Mais il a gagné 5,7, ou du moins il aurait gagné $5,7 millions. Ce qui fait totalement du sens. Parce que moi aussi, quand j'avais vu les cotes, je m'étais dit, ok, les bookmakers pensent vraiment que Justin Gaethje a zéro chance. Et honnêtement, on le pensait tous. Même moi, je pensais qu'il avait zéro chance. Mais Arman Tsarukyan a parié 1 million. Et lui aussi, il était étonné. Il était étonné, en fait, il était étonné de voir que Justin avait gagné. Parce que, soi-disant, il était dans son jet ou dans un jet privé. Et c'est à l'atterrissage qu'il s'est rendu compte que Justin Gaethje avait gagné. Donc là, c'est un gros pari. Je ne conseille pas ce type de pari parce que dans la plupart des cas en MMA, l'analyse gagne. Mais il a eu $5,7 millions et il a même demandé à Justin Gaethje quelle couleur il aimerait pour son camion. Parce qu'il veut offrir un camion ou un pick-up, un 4x4. Il veut en offrir un à Justin Gaethje. Et on a aussi Sean O'Malley qui a battu Ayman Zahabi. Et moi, je l'ai dit sur Twitter, je ne vois pas pourquoi Ayman Zahabi a accepté ce combat. Les derniers combats qu'il a gagnés, ça a souvent été sur le fil du rasoir, c'est-à-dire de justesse. Il a souvent gagné ses derniers combats de justesse. Donc, je ne sais pas pourquoi il a accepté ce combat, honnêtement. Parce que clairement, c'était un piège bien sûr, pour que Sean O'Malley gagne et pour que l'UFC puisse faire Sean O'Malley face à Petr Yan, parce que c'est probablement ce qu'ils vont essayer de faire. Petr a déjà répondu. Pourquoi il ne répondrait pas? Il a l'occasion de battre une deuxième fois Sean O'Malley, même si sur le papier, même si selon les juges, ce jour-là, Sean a gagné. Mais moi, je pense que Petr Yan l'avait battu dans le premier combat qu'ils ont eu en 2022, je pense. Donc Petr Yan a accepté son challenge et c'est probablement le combat que l'UFC fera. En temps normal, je me plaindrais, mais l'UFC est tellement claqué, c'est même pour ça que j'ai disparu plusieurs mois. L'UFC est tellement claqué que bon, à cette étape, on va juste prendre tout ce qu'on peut prendre. Hein. Et bon, Sean O'Malley, Petr Yan 2. Ouais, j'ai pas le choix, je vais devoir grailler ça. On va devoir accepter ça. Sinon, l'UFC à la Maison Blanche, c'est un bon événement.
Mais honnêtement, il faudrait qu'on arrête avec toute l'histoire de l'UFC n'est pas politique. Parce que tu ne peux pas faire plus politique que ce qu'ils ont fait. Je pense que faudrait peut-être que je vérifie, mais je suis plutôt sûr que c'est le seul événement sportif de cette envergure qu'il y a eu à la Maison Blanche. Et dans ce type de cas, tu ne peux plus dire que le sport n'est pas politique. Donc Dana White, je sais qu'il va toujours essayer de jouer cette carte du « Ah, on n'est pas politique, tu peux dire ce que tu veux ». Mais il faudrait qu'il arrête de jouer cette carte parce que là, avec cet événement, l'UFC a clairement un camp politique. Pas parce qu'ils ont dit forcément quelque chose, mais juste la façon dont tout l'événement a été amené. La façon dont Trump a interagi avec l'UFC, à cette étape, c'est vraiment politique. Et toute l'histoire de la liberté d'expression, il faudrait aussi arrêter ça parce qu'ils ont empêché Sean Strickland de se pointer parce qu'il est contre les réseaux que vous connaissez. Il est contre toutes les révélations qu'on a eues il y a quelques mois sur... Là, j'essaie vraiment de choisir mes mots pour ne pas me faire blacklister. Bref, vous connaissez le multimilliardaire qui est décédé en 2021 ou 2020, peut-être 2019, et qui avait des liens avec tous les présidents, toutes les personnes puissantes, et qui avait une île, et qui avait une tendance à avoir plusieurs individus âgés de moins de 18 ans autour de lui pour certaines activités peu conseillées, pour mener certaines activités peu conseillées pour des individus âgés de moins de 18 ans. Bref, je vais arrêter de m'en mêler les pattes. Je pense que vous avez compris le message. Donc, Sean Strickland est juste contre ça. Et même si Sean Strickland est honnêtement un cauchemar marketing, et bon, l'UFC l'a déjà dit, Dana l'a déjà dit en plus, je pense. Tu ne peux juste pas dire « Oh, à l'UFC, tout le monde peut dire ce qu'ils veulent » et ensuite essayer de blacklister Sean Strickland. Tu peux pas avoir ce deux poids, deux mesures. Donc, moi aussi, c'est une position que j'ai souvent défendue. Même auprès de mes amis, j'ai souvent défendu ça. Et même quand l'événement de la Maison Blanche a été annoncé l'année passée, j'ai défendu ça auprès de certaines connaissances pendant quelques mois. Mais à un niveau, j'ai lâché le morceau parce que je suis aussi logique. Et je me suis rendu compte qu'il y a une trop forte connotation entre le camp Trump et l'UFC. Il y a tellement d'éléments qu'on ne peut plus ignorer. Donc définitivement l'UFC est devenue plutôt politique, ou même si elle n'est pas politisée, même si elle n'est pas forcément politisée, peut-être sans le savoir, il travaille vraiment dans cette direction, dans la direction Trump. Finalement, c'était un bon événement, c'était plutôt un bon événement que j'ai apprécié, j'ai bien aimé. Même si au début, je n'étais pas particulièrement hypé par la carte, parce que tout ce qu'ils nous disaient il y a un an, on aura 1 million de combats pour la ceinture, on aura Docteur Doom face aux Avengers. J'étais surpris de voir Eman Zahabi des Dokos sur la carte, mais finalement, elle n'était pas si mauvaise que ça. Elle était bien. Ça faisait passer le temps. Donc c'est tout pour moi. Il fallait que je parle d'Alex Pereira. C'est Alex Pereira qui m'a fait sortir de ma petite retraite. Et c'est juste parce que honnêtement, l'UFC est claqué depuis janvier ou décembre. Je ne sais pas pour vous, mais depuis le début de l'année, depuis Paramount, c'est juste claqué parce que je pense qu'il faudrait quand même que j'explique un peu pourquoi j'ai disparu. C'est juste claqué, honnêtement. En fait, vous devez comprendre que moi, je regardais l'UFC avant Conor McGregor. Et Conor McGregor, c'était le pic. Même après Conor McGregor, c'était encore très bon. Jusqu'à même la pandémie, l'UFC de la pandémie, c'était bon. Et bon, là, juste actuellement, même la qualité des combats. En plus, moi, quand je regarde les combats, j'essaie vraiment de comprendre ce qu'ils font et tout. Et bon, j'aime bien quand ils font plusieurs choses différentes, qu'ils ajoutent à d'autres choses. Et honnêtement, je regarde maintenant les combats, je me dis, ok, ça c'est niveau régional ou district. Qu'est-ce qui se passe? Et juste, il n'y a plus trop de hype. Même les gens qu'on a maintenant comme Josh Hockett, c'est quoi ça? Genre, il fait un commentaire vraiment inapproprié sur Michelle Obama. Ce sont les personnalités qu'on a maintenant. Ou bien l'autre jeune, là, comment il s'appelle? Raoul Rosa. Tout son gimmick, c'est Chiwiwi. De quoi on parle? Donc moi, j'ai eu des personnalités comme Conor McGregor. On a eu plusieurs personnalités. J'ai connu plusieurs personnalités en grandissant. Donc, maintenant, avoir des Chiwiwi, des Josh Hockett qui font tout et n'importe quoi, qui disent techniquement tout et n'importe quoi, qui pensent que c'est drôle, ou bien quoi d'autre. On a aussi même Alex Pereira. J'ai jamais compris tout le délire de Shama. Ça veut dire quoi, Shama? Pendant des années, il ne disait que ça.
et des gens faisaient tout un plat. Après, je sais que, ok, je pense que c'est l'air et tout, c'est un peu comme tout le truc de 6-7. Jusqu'ici, j'essaie de comprendre c'est quoi 6-7. Parce que même moi, quand j'étais petit, je me rappelle pas que des trucs aussi simples me hypaient autant. C'est peut-être pour ça que moi, j'ai un humour beaucoup plus noir. C'est peut-être pour ça qu'en grandissant, là, j'ai un humour très noir et je pense plutôt développé. On me l'a souvent dit. Donc, tous les trucs très, très simples comme 6-7 ou bien Shama, Chiwiwi ou bien Josh Hockett qui raconte juste sa vie. Moi, je regarde, je dis, ok, il n'a aucune finesse dans ton humour. Il n'a aucun... En fait, tu es vraiment en train d'opérer sur une vibration très basse. C'est comme ça que moi, je le perçois. Donc, il y a toute l'histoire des personnalités. Il y a les champions qui ne combattent plus. Et bon, il y a aussi les combats que, bon, je n'apprécie plus vraiment. Il y a même la production qui a baissé. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai disparu pendant quelques mois. Mais comme Alex Pereira a décidé de craquer parce qu'on lui a donné 2 ou 3 taloches légales, bah, me voilà, je suis de retour. Donc, on se dit à la prochaine vidéo. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle sera. Peut-être on va revenir la semaine prochaine ou dans 2 semaines, mais abonnez-vous et on se dit à la prochaine. Merci. Je remercie Alex Pereira. Je suis de retour.